Les candidats à la présidentielle commencent à lever le voile sur leur programme de gouvernement. C'est le cas du leader de l'UDPS, Félix Tshilombo Tshisekedi, qui a présenté le sien durant la semaine. Il suscite des réactions diverses. Il renvoie également à d'autres poids lourds de l'opposition qui ont également proposé leur projet de société. Les aspects économiques de ceux-ci sont mis en évidence et comparés dans cette émission. Et puis les échéances électorales à venir n'amènent pas seulement leur lot de promesses chiffrées, mais aussi des pièces sonnantes et trébuchantes, des cautions payées par les candidats aux différents scrutins, dont cette édition donne déjà un aperçu en attendant les précisions finales de la DGRAD. Fiscalité et développement, c'est parti pour 50 minutes d'informations économiques et financières dans une présentation signée Rosette Mambandori pour l'auto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je suis très heureuse de vous savoir nombreux à attendre votre émission d'obédience économique, fiscalité et développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous. L'échéance électorale du 23 décembre 2018 approche à grande vitesse avec les dépôts des candidatures à la centrale électorale de la CENI. L'opinion tant nationale qu'internationale a assisté non sans intérêt à la présentation de plusieurs projets de société du candidat président de la République avec en toile de fond de propositions de budget aussi réalistes qu'irréalistes. Avec la perspective des scrutins électoraux, à la fin de cette année, chaque parti ou plateforme affine son programme. L'économie en occupe une place de choix. Dans cette édition, nous vous proposons un tableau comparatif de programmes de l'UNC, de l'UDPS, du MLC et ensemble, en mettant en exergue le volet, comme je l'avais dit tout au début, le volet économique de ces différents programmes. Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli. Plus d'une vingtaine de candidats concourent à la présidentielle de décembre 2018. Nous reprenons ici les programmes économiques de quelques poids lourds de l'opposition. Il s'agit du MLC, de l'UDPS, de l'UNC et de Ensemble. Les points communs de leurs programmes économiques pour ces quatre partis sont primo, la bonne gouvernance, lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale et bien d'autres antivaleurs. L'amélioration du climat des affaires, le développement de l'agriculture, la diversification de l'économie, la création des emplois. Ils ont en moyenne un budget de plus de 80 milliards de dollars pour exécuter leur programme de gouvernement. Au niveau du MLC, ils prévoient un budget de 80 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité de leur programme économique, c'est l'unicité du compte général du Trésor. Précision, le programme économique du MLC est encore à parfaire. L'UDPS, pour exécuter son programme de gouvernement, prévoit environ 87 milliards de dollars sur 10 ans. Les particularités de son programme économique sont une croissance annuelle forte de 25%, une charte d'investissement, de gros investissements dans le capital humain, la création d'une Silicon Valley congolaise, et elle a en définitive l'objectif de bâtir un pays sans pauvreté. Au niveau de l'UNC, il prévoit pour son programme de gouvernement 120 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité du programme économique de l'UNC est un plan Marshall congolais avec l'aide de la communauté financière internationale appelée à combler le gap que les recettes domestiques ne permettront pas de satisfaire. L'objectif, c'est de faire de la RDC un autre Brésil. Ensemble prévoit un budget de 100 milliards de dollars sur 5 ans. La particularité de son programme économique, c'est la valorisation du capital humain, la prospérité partagée. L'objectif final, c'est de faire passer la RDC d'une économie minière à une économie agricole et industrielle. Partis et candidats en liste pour la présidentielle, nous attendons vos programmes économiques.
Nous restons encore dans les dossiers avec les dépôts de candidatures pour la course à la présidence de la République dès décembre prochain. On s'attend à une pluie de programmes de gouvernement. Leur présentation a d'ailleurs déjà commencé. C'est le cas du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, entendez UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est livré à cet exercice le mercredi 15 août 2018 à l'hôtel Béatrice. Jean-Louis Muassekama et Fonfon Makitodoma reviennent sur le volet économique de ce programme. Parmi les piliers de son programme, il y a bien sûr l'économie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce sujet, n'y va pas de main morte. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le candidat de l'UDPS à la présidence de la République tient à investir dans le capital humain, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la formation. Et il a une idée innovante pour la RDC. Promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley, destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies, en collaboration avec des universités congolaises et étrangères. Un des volets essentiels de son projet de gouvernement est l'amélioration notable du climat des affaires. Voici sa méthode. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP en sigle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, et de faire des recommandations au gouvernement d'une part, et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édicté par le Doing Business de la Banque mondiale. Et il va encore plus loin. Je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PMI. Selon le président de l'UDPS, en 2018, les Congolais ne vivent qu'avec un revenu de 458 $ par an, soit 1,25 $ par jour. Voici ses objectifs sur 10 ans. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86,71 $, soit 25% du PIB, qui sera réparti sur 10 ans. Pour réussir son programme, Félix Antoine Tshisekedi prône la lutte sans relâche contre la corruption et toutes les antivaleurs. Et puis le programme économique proposé par Félix Tshisekedi, candidat président de la République à la prochaine élection présidentielle de décembre 2018, suscite beaucoup de réactions au sein de la population congolaise. En voici quelques-unes. En tout cas, les personnes interrogées répondent à la question de savoir si ces programmes est réaliste ou irréaliste. Des propos recueillis par Priska Sekana, Kinzondi et Didi Mavambunombo, l'OPP. La plupart de ce qu'on nous présente comme budget, c'est des budgets tout à fait fantaisistes. Nos politiciens, c'est un peu difficile du jour au lendemain se lever, se dire que non, ils vont transformer tel qu'ils le disent. Bon, mais du moins, il y a déjà une idée, il y a déjà un début de commencement quelque part. Et que si jamais les 87 milliards sont gérés de manière beaucoup plus orthodoxe, je crois que nous pouvons arriver à quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus palpable dans ces pays. Je me dis que le coût est vraiment élevé, mais cela ne peut pas empêcher à quiconque qui veut diriger ces pays de pouvoir avoir un bon projet comme ça et élever le budget de notre pays. 87 milliards de dollars, c'est possible parce que ces pays possèdent
des ressources qui peuvent faire en sorte que nous puissions arriver à 87 milliards et même dépasser. Et tout dépend maintenant du sérieux que le candidat ou l'acteur va mettre dans le processus de l'exécution. Alors, on a un budget, on a un mwango, ils ont des mukano. Mbula moko na kusala boyenda. Si mbula zomi na kokokisa, mosolo mutango boye. Sikawa ye papa Félix Tshilombo. Akozwa mbonga ngo bisika nini to bito kwa nini, ce qu'on appelle ressources de financement. Où est-ce qu'il va en trouver? Est-ce qu'il a vraiment des assurances que ceux qui lui promettent de l'argent aujourd'hui vont financer? C'est ça le problème. De là, quand on a des démagogies, la fausse promesse. Est-ce qu'il y a des unités ici productives en République démocratique du Congo qui peuvent lui donner cette possibilité de réaliser ce qu'il prévoit? Parce que ça dépend aussi des régies financières qui mobilisent toutes ces recettes, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas de contribuables qui versent les impôts et taxes, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il y en a suffisamment pour pouvoir lui permettre de prétendre réaliser au moins 8 milliards de dollars par an? Ça, je ne sais pas. On peut donner n'importe quel chiffre. On peut même dire 1000 milliards en une année. On a entendu des gens avancer des chiffres, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a une étude sérieuse qui a été menée pour ça. 2, nous savons effectivement que nous avons un potentiel qui permet à la République démocratique du Congo d'avoir un budget qui est même plus important que celui-là. Alors, troisièmement, est-ce que, en le disant ainsi, les mesures sont prises pour que les recettes ne puissent plus s'évaporer? C'est ça la grande question. Il y a le grand problème de la corruption. Est-ce que dans le programme qui a été présenté, il y a un volet de lutte contre la corruption? Parce que les recettes, pour arriver à ces montants-là, il faut s'assurer quand même la mobilisation des recettes. Et le grand problème de mobilisation des recettes, comme on a toujours souligné, c'est le problème de la corruption. Et donc, est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des solutions tout à fait stratégiques, bien pensées, qui accompagnent aussi tous ces projets de société? C'est ce qui serait intéressant de savoir. Nous restons encore dans les dossiers, mesdames et messieurs, d'autant plus que ces dossiers à de volets économiques, à des répercussions économiques. La Commission électorale nationale indépendante rend public le 24 août prochain la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Cependant, les statistiques disponibles montrent que 4 milliards de francs congolais, soit 2 453 957 dollars américains, ont été payés au titre de caution pour les 25 candidats présidents de la République. 15 000 candidats députés nationaux pour les 500 sièges à pourvoir ont versé pour le compte du Trésor public 24 milliards de francs congolais, soit 14 723 926 dollars américains. Quant aux candidats députés provinciaux, la hauteur de caution payée est évaluée à 19 643 millions de francs congolais. En dollars, 12 50 920 dollars américains. Les cumuls de caution payés pour les 3 scrutins combinés du 23 décembre donnent 47 643 millions de francs congolais, soit 29 228 834 dollars américains. Des statistiques officielles sur les paiements des différentes cautions ne seront données que par la DGRAD, certainement un peu plus tard, et vous aurez toutes ces informations dans nos prochaines éditions. Nous restons à la DGRAD puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Les directeurs généraux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, Madame Magui Sambi Kikutue, a donné le vendredi 18 août dernier
le coût d'envoi des travaux de la mission d'audit basée sur la gestion cartographique des risques au sein de cette régie financière, des travaux qui visent l'identification et la maîtrise des risques majeurs au niveau des différentes directions de la DGRAD pour une meilleure réalisation des objectifs assignés par l'État propriétaire à cette régie financière. Les explications de Michel Wangelokwa sur les images d'Étienne Kumba Tchouma. La cartographie des risques à la DGRAD permet aux cadres et agents à tous les niveaux de s'auto-évaluer pour un meilleur rendement en vue de renforcer l'efficacité et l'efficience des différents managers de cette régie financière. Les enseignements qui sont assurés par Souleymane Serré du cabinet conseil Pernodi Burkina sous la supervision des experts de l'Inspection générale des finances visent notamment à promouvoir la bonne gouvernance à la DGRAD pour une meilleure mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Le directeur coordonnateur de l'Inspection générale des services de la DGRAD, Biomo Nantumba, parle du bien fondé de cette formation. C'est une formation générale qui est donnée à toutes les 3 régies financières pour les managements basés sur les risques. C'est-à-dire c'est un management qui définit les objectifs et les risques inhérents à ces objectifs. Donc la formation qui nous est donnée, c'est pour que nous puissions commencer à faire une véritable cartographie des risques et que nous renforcions notre système de contrôle interne. Alors ces risques-là, ce sont des rouages, ces risques-là, ce sont des engrenages qui font que la DGRAD ou tous les autres régies financières arrivent difficilement à atteindre les assignations? Ce sont des risques qui sont liés à l'environnement, au système de contrôle, aux objectifs eux-mêmes, au système de pilotage et aussi à la redevabilité, la communication envers le public. Donc, ce sont des risques généraux qui englobent tous les mécanismes de fonctionnement et non pas seulement l'écolage des recettes. Les travaux iront jusqu'au mois de septembre prochain. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À mi-parcours de l'année 2018, le Fonds de promotion de l'industrie FPI s'est encore donné le devoir de réunir toutes les directions de cet établissement public pour évaluer le plan stratégique des directions établi en début d'année en fonction de la nouvelle politique et la nouvelle vision dans un séminaire résidentiel à Kisantu dans la province du Congo central du 16 au 20 août 2018. 5 jours durant, les cadres du FPI s'attellent à élaborer un chronogramme des actions prioritaires à mener d'ici la fin de l'année, dégager les stratégies pour la stabilisation et l'amélioration du FPI nouveau. Je voudrais donc souhaiter que les réflexions que nous allons tenir dans le cadre de cet atelier résidentiel puissent servir à développer davantage cette passion, cette confiance en nous, cette solidarité, cette cohésion qui vont faire que nous soyons capables de conduire cette grosse machine. J'avais dit une fois à une autorité du pays que le FPI est une institution extrêmement riche. Mais cette richesse, il faut aller la chercher. Et le processus a commencé. J'espère que nous saurons le conduire jusqu'à son terme et j'espère que tous ensemble, nous allons travailler avec la passion du développement de notre institution et de notre pays. Je souhaite donc une réflexion fructueuse à vous tous et des débats extrêmement constructifs pour le développement de notre institution. À l'ouverture de ce séminaire résidentiel sur l'évaluation des plans stratégiques des directions, le directeur général Patrice Kitebikibolumvul a circonscrit le cadre général de ces assises ainsi que la vision du FPI nouveau qui se résume en une idée maîtresse, à savoir
Contribuer à l'essor d'une économie congolaise émergente à l'horizon 2030 grâce à un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif. Tourner vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs s'appuyant sur le développement harmonieux des chaînes de valeur dans tous les 145 territoires de la République. À tous les cadres présents à cette rencontre, le directeur général Patrice Kitebi a signifié que la matérialisation de cette nouvelle vision du FPI se décline dans un objectif ultime, celui de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, qui consiste à maximiser plus de ressources issues de la taxe et des créances, à maîtriser les charges d'exploitation et à mettre en œuvre une bonne gouvernance. Avec des financements modestes, 1,50 $ par habitant, en fait, nous sommes en train de sortir les gens de la pauvreté. Les résultats attendus à l'issue de ce séminaire de 5 jours se résument à la mise en œuvre d'une nouvelle vision qui devient aujourd'hui le credo du FPI, mobiliser plus et financer mieux, c'est-à-dire les bons choix des projets afin d'impacter l'économie du pays. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Fiscalité et Développement, vous le savez, la semaine dernière, nous vous avons proposé comme un mot économique, macroéconomie. Et bien pour cette semaine, nous prenons pour concept microéconomie. Jean-Louis Miasekoma revient pour les explications. La microéconomie est la branche de la science économique qui analyse les phénomènes et les comportements économiques au niveau des agents individuels, consommateurs, ménages, propriétaires de ressources ou entreprises. Elle s'intéresse au processus de décision de ces agents, aux interactions entre vendeurs et acheteurs, entre l'offre et la demande et à la détermination des prix. Les consommateurs sont considérés comme des offreurs sur le marché du travail et des demandeurs de produits et services et inversement pour l'entreprise. La microéconomie étudie plus particulièrement comment ces agents économiques déterminent leurs choix en fonction de leurs revenus et des informations transmises par l'environnement pour constituer un marché donné. Elle est fondée sur le principe de rationalité des agents, ce qui suppose l'existence d'objectifs déterminés. Elle s'intéresse alors aux moyens choisis par les agents pour atteindre ces objectifs. Pour étudier la façon dont les prix et les revenus interagissent sur un marché pour équilibrer l'offre et la demande, la microéconomie utilise des modèles mathématiques dans lesquels le consommateur possède une fonction d'utilité qu'il cherche à maximiser sous la contrainte de son revenu, et l'entreprise une fonction de production sous la contrainte de laquelle elle cherche à maximiser son profit. En privilégiant l'agent économique individuel, la microéconomie est cohérente avec la démarche des économistes classiques et marginalistes qui ont pour hypothèse que les marchés sont en situation de concurrence pure et parfaite, que les prix sont donnés et que les grandeurs économiques ne peuvent varier du fait d'initiatives isolées. La microéconomie se distingue de la macroéconomie qui étudie des phénomènes économiques globaux à l'échelle d'une nation, au niveau international et au niveau d'un secteur d'activité en n'utilisant que les indicateurs agrégés. Windhoek, la capitale namibienne, a fait actualité. Elle a accueilli cette semaine le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays membres de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, la SADC. Les travaux ont duré 2 jours, soit du 17 au 18 août 2018. Au menu, la stratégie de développement régional de l'organe. La réunion a évalué la situation financière et l'industrialisation de pays membres, mais aussi les paiements des quotas. Les travaux ont également porté sur les contributions des partenaires au développement et des pays membres. Une forte délégation de la République démocratique du Congo a pris part à ces assises. À la tête, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Une
Une lueur d'espoir dans les relations commerciales entre superpuissances, la Chine et les États-Unis ont décidé de reprendre les dialogues entre eux. Selon les médias chinois, le vice-ministre chinois du commerce se rend dans quelques jours sur invitation de Washington en Amérique. Wang Shuen rencontrera le sous-secrétaire américain au Trésor en charge des affaires internationales, David Malpass. Au centre de la rencontre des deux délégations, les discussions sur les tarifs douaniers. Les États-Unis ont eu à augmenter les tarifs douaniers à hauteur de 200 milliards de dollars d'exportation chinoise entrant aux États-Unis. Quant à la Chine, elle récupérait déjà 60 milliards de dollars de taxes sur les exportations, notamment des céréales en provenance du sol américain. Au bout de compte, les Chinois pourront se remettre à acheter du soja américain entre la fin septembre et les débuts du mois d'octobre 2018, expliquent des experts. La Chine a importé l'an dernier pour 12 milliards de dollars de soja américain, soit les tiers de la production du pays. Le dégel entre les États-Unis et la Chine va donc voir le jour, et ce n'est pas le cas pour la Turquie et les pays de l'oncle Sam. Ankara et Washington continuent à se livrer à une escalade verbale et d'augmentation effrénée des tarifs douaniers entre elles. Il faut noter également que le soja est aussi produit en République démocratique du Congo. La production du soja en RDC a été de 22 000 tonnes en 2012, 23 000 tonnes en 2013 et 22 000 tonnes en 2014. Et puis la réforme de l'OMC serait déjà en route. Plusieurs puissances mondiales y sont favorables. Nombre de médias outre-Atlantique citent les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Ces puissances en appellent à la modification des règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. La réforme passera par l'adaptation de l'institution multilatérale de plus de 20 ans aux réalités actuelles du commerce. Les États-Unis souhaiteraient revenir à l'ancien système consistant en un consensus général pour adopter et mettre en œuvre les recommandations. C'est les GATT, les General Agreement of Tariff and Trade. Il s'agit d'un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce signé en 1947. Cet accord repose sur les principes fondamentaux de la non-discrimination, la réciprocité, abandon de droits de douane et l'interdiction du dumping et des subventions. La République démocratique du Congo est le 51e membre originel du GATT, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, a adhéré à l'OMC depuis 1997. Elle s'est acquittée en 2013 de ses arriérés de cotisation à cette organisation internationale. Hauteur de ses arriérés, 419 321 francs suisses, ce qui vaut à peu près 464 586 dollars américains. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Facilitation des échanges, nous y restons encore. La lutte contre la contrebande et les trafics de produits prohibés, protection de l'environnement et maximisation de recettes, voilà autant de missions et tant d'autres assignées à la douane congolaise. À l'issue de sa mission au Sud Kivu, le directeur général à l'intérim de la DGDA, M. Kongolo Kabila Jean-Baptiste, s'est engagé à faire respecter l'ordonnance loi qui institue 4 services. Les opérateurs économiques sont des partenaires de la douane avec qui nous avons échangé sur un certain nombre de problèmes.
ils ont posé des problèmes relatifs à l'entrée et à la sortie de marchandises, surtout au niveau des frontières, le problème des multiplicités des services. Étant donné que nous sommes les responsables au niveau de la coordination, du comité de coordination des frontières terrestres, nous leur avons dit que nous avons pris bonne note de toutes les difficultés qu'ils éprouvent et qu'au moment où nous serons au niveau national, où la supervision est à la Direction générale des migrations, nous allons poser ce problème pour que des solutions appropriées puissent être trouvées à partir de l'autorité supérieure du pays en vue d'élaguer tous ceux qui pourront être en mesure de pouvoir entraver le mécanisme de circulation libre des personnes et des biens dans nos frontières respectives. D'aucuns d'avertis interrogent le pouvoir du directeur général à appliquer à la douane l'ordonnance loi, là où n'a pas pu réussir le ministre du Commerce extérieur de l'époque, M. Bodji Sangara. Comme vous le savez bien, il y a l'ordre opérationnel qui avait limité le nombre de services qui interviennent aux frontières, notamment le PNH, le Programme national des neiges aux frontières. Il y a la DGDA, il y a l'OCC, il y a la DGM. Mais on constate quand même qu'il y a toujours une multiplicité de services. Donc il est ici question de s'assurer que ceux qui doivent faire les suivis de ces mesures font les suivis. Il n'est pas normal que quand vous êtes de ce côté-ci, il y a beaucoup de tracasseries, vous traversez en face, il n'y a pas de tracasseries. Donc nous devons encore insister et nous allons le faire au niveau des autorités compétentes, au niveau du ministère de l'Intérieur aussi qui s'occupe de ça, au niveau du commerce extérieur, du ministère des Finances, pour insister que le nombre de services soit limité et qu'on puisse faciliter. Même l'actuel numéro 1 de l'exécutif au Sud Kivu, M. Nyamugabo Bazibou et Jean-Claude, s'est résolu de faire respecter l'ordonnance loi. Je viens de souligner qu'il existe un décret limitant ces services et pour nous, gouvernement provincial, nous allons tout mettre en œuvre pour appliquer ce décret et que les services qui ne sont pas cités dans ce décret n'ont pas leur place. 2 mois après, des usagers de la douane au Sud Kivu, à l'exemple du président de la FEC, M. Rubouye Alain, dénoncent la présence à la douane de services non autorisés. Nous avons des problèmes de tracasserie au niveau de la douane. Le cadre opérationnel n'est pas défini. Aujourd'hui, nous traversons, au niveau des frontières, nous avons 25 services au lieu d'avoir 3, plus la police des frontières. L'application de l'ordonnance loi est tributaire à la volonté politique, une volonté qui passe par la mise à contribution des cours et tribunaux pour réprimer toute infraction douanière de leur ressort. Eh bien, mesdames, messieurs, place à présent aux tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise au samedi 18 août 2018. Le récit est de la spécialiste de la question, Philo Cholet Bapeke. Suivez. Les prix des denrées alimentaires diffèrent d'un marché à l'autre. À Kinshasa, concernant les poulets, le prix d'un carton poids 12 a connu une hausse passant de 65 000 francs congolais à 65 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, les prix a connu une baisse passant de 64 300 francs congolais il y a quelques jours à 63 000 francs congolais, soit une baisse de 700 francs congolais. Au marché de Selembao, les prix n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre, soit 62 600 francs congolais. Ce même carton de poulet est passé de 61 000 francs congolais à 61 500 francs congolais au marché Gambela. Pour la viande, les prix d'un carton TS 10 kg a connu une hausse. Il est passé de 92 500 francs congolais il y a quelques jours à 93 000 francs congolais. Au marché central, il s'est négocié à 93 400 francs congolais. Au marché Selembao, les mêmes produits coûtent 93 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est vendu à 92 200 francs congolais. Sa hausse se justifie par sa rareté constatée sur les marchés. Du côté des haricots, un gobelet, communément appelé Ebundeli, a connu une baisse de 1500 francs congolais à 1400 francs congolais, soit une baisse de 1000 francs congolais. C'est le cas au marché de la Liberté.
Au marché central, il se négocie à 1300 francs congolais. Au marché Selembao, par contre, le bol coûte 1100 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le prix est resté stable à 1200 francs congolais. L'abondance de ces produits explique son prix sur le marché. À propos de produits secs, sachez que le prix d'un gros écolo de maïs en provenance de la province du Kwilu a connu une hausse. Il est passé de 900 francs congolais à 1100 francs congolais, soit une augmentation de 200 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, les prix n'ont pas bougé d'une semaine à l'autre, soit 1000 francs congolais. Même constat au marché de Selembao où le bol de maïs se vend actuellement à 800 francs congolais. Au marché Gambela, pour obtenir un bol de maïs, il faudra débourser 1000 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon des prix avec l'huile végétale. Un bidon de 5 litres coûte 12 800 francs congolais au marché de la Liberté, tandis qu'au marché central, il se négocie à 12 700 francs congolais. Au marché de Selembao, il coûte 12 200 francs congolais. Les mêmes bidons s'achètent à 13 000 francs congolais au marché Gambela. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation. C'est samedi 18 août 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Et sur les marchés de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 17 août 2018 un dollar américain à 1626,67 francs congolais, un euro à 1858,054 francs congolais et un franc CFA à 2,8326 francs congolais. Au samedi 18 août 2018, cette fois-ci, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais et le dollar américain, dont la plupart des communes de la capitale congolaise, est à 1642 le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Inongo, dans la province de Maïndombe, le roi dollar s'est négocié à 1605 francs congolais. À Ikela, dans la Tchouapa, le roi dollar s'est échangé à 1600 francs congolais. À Chikapa, dans la province du Kasaï, le billet vert s'est négocié à 1620 francs congolais. À Mbujimaï, non loin de là, dans la province du Kasaï oriental, le taux était à 1630 francs congolais. Pareil à Kolwezi, nous sommes dans la province de l'Alolaba, le dollar américain a valu 1635 francs congolais. Et dans la province du Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit, enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où le billet vert s'est négocié à 1650 francs congolais. Et ça fait quand même un bon bout de temps que le pic a été et resté au Maniema. Et puis l'Institut national de la statistique, INES, a rendu public les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du lundi 13 au vendredi 19 août 2018. Je vous propose de les découvrir. L'inflation hebdomadaire du 13 au 18 août 2018 est de 0,019% au niveau national et 0,039% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,475% au niveau national et 5,566% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 8,763% au niveau national et 8,910% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 23,302% au niveau national et 19,783% à Kinshasa. L'inflation de la semaine consécutive a une légère hausse des prix des légumes, du maïs sec décortiqué en Mbujimaï, des épices, de certains produits pour l'entretien et les réparations courantes des logements, notamment les ciments, à Lubumbashi. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur les marchés international au deuxième fixing du samedi 18 août 2018. Suivez. D'une semaine à une autre, le marché du Brut est au vert. À Londres, le baril de l'or noir a coûté 71,87 $ américains en hausse de 0,62%. À New York, le même baril a coûté 65,85 $ américains, soit une hausse de 0,69%. Sur le marché minier,
les tendances sont au rouge. Une baisse de 2,76% pour la tonne du métal rouge, le cuivre, qui s'est vendu à 5 843 $ américains, baisse également de 0,03% de la tonne du cobalt, qui est à 63 847 points. Enfin, l'once d'or de son côté est en baisse de 1,43%, coûtant 1176,50 $ américains. Contrairement à la semaine passée, le marché des produits céréaliers est au vert. La tonne du maïs a coûté 364 $ américains, en hausse de 0,76%. Celle du riz est également en hausse de 0,29%, se négociant à 10,36 $ américains, et la tonne du blé est en hausse de 5,12%, valant 560 $ américains. Avant de clore cette édition de Fiscalité et Développement, jetons un regard sur l'actualité économique ainsi que les questions de développement parues dans nos journaux de la semaine qui se clôture ce dimanche dans une sélection et commentaires de Patience Vumilia Bokole. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le journal Bonne Gouvernance qui affiche à la une objectif un pays sans pauvreté, coût 87 milliards de dollars américains en 10 ans. Parlant du programme de gouvernement du candidat Félix Tshisekedi, le tabloïd informe que ce dernier donne 10 ans pour réaliser un nouveau départ si les Congolais lui donnent 2 mandats par la voie des urnes. Outre les 3 piliers sur lesquels repose ce programme, à savoir la valorisation de l'homme, la croissance annuelle de 25% ainsi qu'une société solidaire, sur le plan économique, Fachi compte améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires. Abordant dans le même sens, le phare s'exclame « Félix Tshisekedi, grand oral réussi ». Selon ce quotidien, le président de l'UDPS a pris l'engagement de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, de même que la lutte contre les inégalités sociales grâce à une justice distributive. Pour sortir la RDC de sa situation infernale actuelle, il compte opérer de grandes réformes dans tous les domaines de la vie nationale, les finances publiques, la justice, la défense, l'administration publique, conclut le journal. Dans un autre chapitre, la tempête de tropique informe que le fonctionnaire exige l'annulation du concours des secrétaires généraux que le ministère des tutelles organise à partir de ce 20 août 2018 à Kinshasa. Les syndicats de l'administration publique ont adressé un mémorandum au chef de l'État, Joseph Kabila, pour lui signifier le caractère combien irrégulier du concours des secrétaires généraux projeté au niveau de la fonction publique. Les représentants des fonctionnaires ont relevé à cet effet la violation des dispositions statutaires de la loi numéro 16/013 du 13 juin 2016, en rappelant que la nomination des 10 cadres et fonctionnaires de l'État relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Dans sa page société, Forum des As annonce la tenue de la 2e édition du Salon d'affaires et d'investissement à Kinshasa du 23 au 26 août courant. Dénommée Transformers Day, cette rencontre de 4 jours vise à réfléchir sur des pistes susceptibles de booster le développement en République démocratique du Congo. Ces assises donneront l'occasion aux dizaines de pays qui y prendront part d'échanger sur différents thèmes, à savoir l'agrobusiness, l'énergie, le commerce, la formation, les climats des affaires, la fiscalité et la douane. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui annonce la mise en service dans les jours à venir de la centrale de Kakobola. Le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques vient de signer un accord pour le transport de l'électricité produite par la centrale de Kakobola avec les consortiums Moham et APES. Cette centrale va alimenter les villes de Kikwit, Idiofa, Gungu ainsi que quelques localités environnantes. C'est tout pour cette revue de presse. Et puis voilà, vous êtes informés sur le plan national et international, nourri de toutes les informations économiques. Je vous remercie de votre attention, tout en veillant à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission.
À vous tous, nous vous remercions et vous souhaitons une bonne suite de programme sur cette chaîne. Au revoir.